C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans la suite des émissions sur New World Economy. Aujourd'hui, nous parlons de l'émancipation de l'Afrique, le développement de l'Afrique sur tous les plans, et ceci avec Emmanuel Asogbavi depuis le Canada. Il est le président du CJAP, Carrefour des jeunes pour une Afrique prospère. Emmanuel Asogbavi, bienvenue dans cet entretien. Merci pour l'invitation. Une joie et un plaisir pour moi d'être avec vous. Quel bilan, Emmanuel Asogbavi, quel bilan peut-on tirer des partenariats historiques entre l'Afrique et les pays occidentaux? Alors, quel bilan tirer de nos relations? Le bilan est mitigé. On peut noter quand même des points positifs. Et premièrement, l'aide que ces pays-là donnent à nos pays. Je donne l'exemple par exemple de l'AFD qui octroie pas mal de financement aux pays africains et pour soutenir donc l'éducation, la santé et des fois aussi la construction d'infrastructures et tout ce qui va avec. Alors, par rapport, on peut donner des chiffres par rapport à cela, à l'aide que ces pays-là octroient à nos pays. Et selon l'OCDE, par exemple, de 2010 à 2020, l'Afrique a reçu plus de 180 milliards de dollars en termes d'investissement. Voilà, donc ça c'est quand même un point positif à noter puisqu'il y a en fait une contribution financière de ces pays-là pour contribuer au développement de nos pays. Il y a également le maintien. Il faut noter quand même qu'au-delà de cela, il y a beaucoup de points négatifs. Parce que quand on voit tout le contexte, le protocole mis en place dans le cadre des relations qui nous lient, cela nous donne une position de dépendance par rapport à ces pays. Il n'y a pas de transfert de compétences, et c'est plutôt un accompagnement qui n'est pas assez structurel. Il y a également la question de l'exploitation des ressources. Ça, c'est un point négatif également à noter en ce qui concerne nos relations avec l'Occident. Je peux donner l'exemple de la RDC avec le cobalt, par exemple. Il y a même le Togo avec le phosphate. On peut citer le Nigeria avec le pétrole, où la plupart de nos ressources, disons plus de 70%, sont exportées de manière brute. Et cela ne favorise naturellement pas un développement plus harmonieux de nos pays. On pourrait être plus bénéficiaire de ces ressources-là s'il y a plus de transformation sur le plan local. Donc, en somme, en termes de bilan des relations qui nous lient avec l'Occident, c'est un bilan mitigé. Nous avons la chance de recevoir des financements, plus de 180 milliards de dollars. Mais au-delà de cela, il y a beaucoup de points négatifs par rapport, en donnant l'exemple, par exemple, de l'exploitation de nos ressources. Et voilà un peu ce que je peux donner brièvement et très rapidement sur le bilan que nous pouvons porter donc sur nos relations. Au-delà de l'aspect économique, il faut noter également la question du paternalisme sur le plan politique, l'ingérence politique, l'intervention militaire. Tous ces aspects-là donnent une coloration rouge aux relations que nous avons avec les pays de l'Occident. Vu que nous sommes permanemment dépendants au jour d'aujourd'hui des subventions, des crédits et tout ça, est-ce que l'Afrique peut se développer sans la subvention des pays occidentaux? Alors, de manière très objective, c'est possible. C'est possible, mais il faut un travail en amont. Le travail là n'est pas fait aujourd'hui. Je donne juste l'exemple du Ghana. Le Ghana, il y a quelques années en arrière, sous Nana Akufo-Addo, qui avait refusé toute aide. Mais cela a rattrapé le Ghana très tôt, parce que le Ghana, à un moment juste après cela, a connu beaucoup d'inflation et a dû retourner vers ces mêmes financements. Ça démontre combien de fois nous sommes dépendants du financement extérieur. Il y a d'autres exemples également que nous pouvons donner. Nous avons le financement des États-Unis, l'USAID par exemple, et sous Trump, tout dernièrement, qui a été gelé. Nous voyons l'impact que ça donne par exemple en Afrique du Sud, puisque c'est un financement qui permet par exemple à l'Afrique du Sud de pouvoir accompagner tous ceux qui sont malades du VIH-Sida.
Et donc, aujourd'hui, où est-ce que ce pays-là va, par exemple, trouver les moyens pour pouvoir apporter les soins nécessaires à ces patients? Donc, vous voyez, de manière concrète, nos pays ont d'énormes difficultés à pouvoir vivre sans l'aide extérieure. Mais ça ne veut pas dire non plus que c'est impossible. Lorsque nous travaillons et nous collaborons bien avec des projets plus structurants, nous pouvons arriver à moyen terme à pouvoir être totalement dépendants voilà, de ces pays-là. Quelles devraient être les nouvelles bases d'un partenariat équilibré avec l'Occident, alors si on s'en tient à votre développement? C'est une question qui se pose, que ce soit en Afrique ou en Occident. Je me rappelle, il y a trois ans de cela en arrière, la France, par exemple, a initié le nouveau sommet Afrique-France qui voulait renégocier, et cela en mettant en avant les jeunes pour parler de comment est-ce que cette jeunesse africaine revoit les relations entre, en termes d'exemple, la France et les pays africains. Et les États-Unis sous Trump et beaucoup d'autres pays également y réfléchissent parce que c'est une question d'actualité et nous devons arriver à pouvoir renégocier une très bonne partenariat, un bon partenariat exempt du trait colonialisme que nous connaissons. Et pour cela, il faut l'égalité dans la relation et la réciprocité. L'égalité et la réciprocité sont des termes qui sont nécessaires, d'une importance capitale pour rebattre les cartes donc, de nos relations. Il faut ensemble travailler pour la co-création des projets. C'est très important que les projets soient co-créés entre les pays africains et également les Occidentaux qui apportent très souvent le financement, le co-développement, co-investissement. Il faut donner l'exemple de l'incubateur du Nigérien Tony Elumelu, sa fondation qui accompagne par exemple les incubateurs en collaboration avec d'autres structures au niveau international. Je pense que c'est des partenariats comme ça qui pourront nous aider à pouvoir développer une meilleure relation. Il faut également réfléchir au transfert de compétences. On ne peut pas imaginer que sur le continent où il y a plus de chômeurs que sur en ce qui concerne certains emplois plus techniques, professionnels et industriels qu'on ne trouve pas sur le plan local et des compétences avérées et qu'on aille chercher des compétences à l'international. C'est un contraste énorme. Donc, la nouvelle relation doit également s'appuyer sur le transfert de compétences pour permettre donc aux jeunes de prendre le relais après l'installation des multinationales que nous connaissons dans nos pays. Il faut également, sur le plan beaucoup plus politique, le respect de la souveraineté et le soutien de l'industrialisation locale. C'est pour cela que sur le contexte togolais où nous sommes en train de parler, par exemple, des municipales, il faut réfléchir sur des coopérations décentralisées entre les municipalités, par exemple, qui sont d'une importance capitale pour le développement harmonieux de nos pays. Et en ce qui concerne les jumelages, par exemple, ce n'est pas seulement une question de financement ou bien de recherche de fonds. C'est également une question de recherche de pratiques, de bonnes pratiques de gouvernance locale. Tout ce qui concerne comment impliquer la société et les concitoyens dans le développement local, comment nouer des partenariats entre sociétés civiles, comment faire des échanges dans l'éducation, tout cela est d'une importance capitale donc, pour rebattre les cartes d'une meilleure relation. Aussi, il faut mettre tout cela sur la jeunesse, parce que ne nous trompons pas, les leaders de demain, que ce soit en Afrique ou en Occident, sont des jeunes d'aujourd'hui. Donc, il faut déjà très tôt les mettre ensemble pour que les jeunes qu'ils puissent connaître les défis qui les lient, que ce soit ici ou au niveau de l'Occident. Donc, il faut développer l'échange universitaires, permettre donc aux universités d'avoir de meilleures relations avec d'autres universités en Occident et aller même à faire des échanges de professeurs et d'échanges d'enseignants pour le partage de bonnes expériences, ce qui va permettre aux jeunes de mieux se rencontrer. Il faut développer le volontariat, et le volontariat pas seulement en sens unique, en réciprocité, faire en sorte que les gens puissent aller à l'international et faire en sorte que nos pays aussi soient aptes à recevoir des étrangers, des jeunes venus de l'Occident. Tout cela
va préparer au mieux le terrain pour pouvoir parler d'une relation plus équitable. Il faut également baser cela sur la diaspora, parce que la diaspora, naturellement, est le train d'union entre les pays africains et l'Occident. Et ils doivent jouer, et dans ce cas-là, un rôle très, très important pour rebattre les cartes. Puis, au jour d'aujourd'hui, quelles sont les attentes des peuples des pays africains? Alors, de manière concrète, il faut mettre l'accent sur, comme je l'ai dit un peu plus haut, sur la jeunesse. Le problème la jeunesse représente un grand atout pour les pays africains, mais tend vers une sorte de frein pour le développement du continent, puisque la plupart des jeunes sont au chômage ou bien sont en sous-emploi. Il faut régler le problème des jeunes et miser donc sur cette relation-là pour pouvoir régler le problème des jeunes. Comment est-ce que cela doit se faire? C'est le financement des startups. C'est très important de réfléchir sur comment financer les startups, des jeunes qui sont dans le domaine du numérique, qui créent de bonnes choses, voir comment est-ce qu'on peut accompagner ces jeunes-là. Il faut également faciliter l'accès aux marchés occidentaux en enlevant ou bien en assouplissant les barrières douanières. Et c'est pour cela qu'il faut interroger naturellement cette dynamique-là du président américain Donald Trump, qui aujourd'hui met beaucoup plus l'accent ou bien verrouille un peu plus en fait la circulation des personnes et des biens. Et donc je pense que pour une meilleure relation avec ces pays, les pays africains attendent que vraiment le marché soit beaucoup plus ouvert. Il faut noter également, comme je l'ai dit plus haut, que l'attente, c'est aussi la responsabilité des pays africains. On ne peut pas vouloir aller chercher le financement, avoir de relations équitables avec l'international si nous-mêmes, nous ne sommes pas organisés sur nos territoires. Lutter efficacement, par exemple, contre la corruption. Parce que je disais plus haut que de 2010 jusqu'en 2020, les pays ont investi près de 180 milliards de dollars dans l'économie africaine. Mais c'est quoi la réalité de ces 180 milliards? Qu'est-ce que nous avons fait concrètement? Est-ce que nous avons assez optimisé sur ces ressources-là pour impulser le développement comme cela se doit? C'est pour cela que nous devons nous aussi nous interroger objectivement par rapport à cela, et surtout l'arme qu'il faut, c'est d'abord la lutte contre la corruption. Il faut noter également que la diaspora africaine a injecté, selon la Banque mondiale en 2022, seulement 95 milliards de dollars en termes de transfert d'argent sur le pays. Mais 95 milliards de dollars, c'est énorme, mais ça peut même être multiplié par 2 si nous avons de bonnes structures économiques sur place qui permettent à la diaspora de mieux investir. Si les politiques, les gouvernants en Afrique arrivent à développer une relation beaucoup plus sincère et amicale, ou une relation de transparence avec cette diaspora-là, je pense que l'Afrique peut encore beaucoup plus gagner. Donc, en termes pour résumer, aujourd'hui, il faut se questionner nous-mêmes sur notre gestion interne des ressources que nous recevons, qui sont des dettes majoritairement, et aussi en termes d'attente, naturellement, c'est que les pays acceptent de donner plus de souplesse donc, en ce qui concerne le transport des biens, des marchandises, et aussi investir, accompagner les jeunes, start-up, et faire l'investissement, ce qu'on appelle l'investissement local. Emmanuel, est-ce que l'Union africaine a un rôle dans l'épanouissement de l'Afrique? Je pose cette question parce que les pays africains ont du mal à rester ensemble pour une bonne durée. Alors, l'Union africaine doit avoir un rôle là-dedans. Mais il faut également noter qu'au-delà de l'Union africaine, avant même l'Union africaine, il y a des instances au niveau de nos sous-régions. Je donne l'exemple de la CEDEAO. Parce que si nous voulons jouer un rôle pour harmoniser, en fait, pour porter la voix commune des pays africains, il faut d'abord qu'on harmonise les positions politiques et économiques de nos pays. Mais il faut noter qu'actuellement, les positions politiques et économiques des pays africains sont assez divergentes.
divergentes. Je donne l'exemple de la sous-région ouest africaine où nous voyons par exemple au moment où la CEDEAO doit être plus unie, on note naturellement une division avec l'AES qui se crée, avec un positionnement politique différent du positionnement de la CEDEAO et une orientation économique différente également. Donc, cela se multiplie dans les sous-régions et naturellement au niveau de l'Union africaine. Donc, l'Union africaine doit jouer un rôle important, mais avant cela, il faut travailler sur l'harmonisation du positionnement, de la vision de l'Afrique, puisque actuellement, selon ce que nous observons, plusieurs pays la vision de plusieurs pays ne converge pas réellement. Il faut harmoniser la position politique et économique pour donner plus de force à l'Union africaine de pouvoir légitimement et objectivement répondre devant ces pays. Alors Emmanuel, comment faire pour avoir cette unité qui constituerait la pièce maîtresse pour l'épanouissement de notre Afrique de demain? Alors, au niveau de l'Union africaine, par exemple, il y a plusieurs années, l'Union africaine avait mis en place l'agenda 2063. Et lorsque on lit l'agenda 2063, le contenu permet déjà d'avoir une idée claire de la vision que l'Union africaine veut donner à tous les pays membres. Au niveau de la CEDEAO même, il y a des tests qui permettent de pouvoir harmoniser tout cela. En ce qui concerne la stabilité politique, il y a des tests par rapport à cela, les questions d'alternance et tout. Tout revient, puisque chaque État est indépendant, tout revient donc au respect de ces normes-là par les États. Et tant que chacun, ou bien les leaders politiques ne sont pas assez disposés à pouvoir respecter ces règles établies, il y aura toujours de problèmes. Mais au-delà de cela également, l'Afrique est aussi victime en fait, de la concurrence qu'on fait à l'Occident. Parce que l'hégémonie de l'Occident est menacée aujourd'hui par la Chine, et la Russie et d'autres pays, même la Turquie et autres. Donc, il faut dire qu'avant, durant plusieurs années, c'est seulement l'Occident, donc l'Union européenne et les États-Unis qui étaient en face de l'Afrique. Mais aujourd'hui, l'Afrique voit plusieurs autres offres avec la Chine, avec la Russie. Donc, tout cela est une question à remettre sur la table parce que lorsque on mettait en place, par exemple, l'agenda 2063 au niveau de l'Union africaine, toutes ces questions n'étaient pas véritablement sur la table, comme aujourd'hui, ce sont des questions d'actualité. Donc, d'abord, il faut que nos leaders politiques puissent respecter d'abord les lois qui régissent les communautés au niveau des institutions multinationales que nous connaissons, la CEDEAO et l'Union africaine, et également au niveau des pays de l'extérieur, donner tout simplement main libre à ces pays-là de pouvoir réfléchir sur leur propre développement. Oui, l'Afrique peut répondre en bloc face aux pays occidentaux, mais à une seule condition, qu'on arrive à harmoniser nos visions économiques et politiques. Cela est possible par le respect des lois que nous nous donnons. Monsieur Asogbavi, vous êtes le responsable d'une association qui œuvre pour une Afrique prospère. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Quelles sont les actions que mène votre association dans la vision de ce résultat, en vue d'avoir ce résultat, une Afrique prospère et épanouie? Le CEJAP Carrefour des jeunes pour une Afrique prospère travaille beaucoup plus au Togo et nous proposons nos services pour accompagner les municipalités en ce qui concerne l'élaboration du plan communal de la jeunesse. Comment est-ce que les municipalités doivent faire face aux défis que rencontrent les jeunes. Nous sommes dans le renforcement également des capacités des jeunes par des formations et des remises à niveau. Et au-delà de cela, nous sommes également dans l'information jeunesse parce que des fois, les États ont des projets et programmes
pour des jeunes, mais malheureusement, ces programmes et projets ne sont pas connus par les jeunes. Donc, nous faisons un peu le relais pour apporter ces bonnes nouvelles-là à la jeunesse. Notre vision est claire, c'est de susciter une dynamique jeunesse pour un héritage politique, économique et social plus valorisant. C'est pour cela que nous ne travaillons pas seuls. Nous sommes par exemple membres du Conseil national de la jeunesse au Togo. Nous sommes membres du réseau africain de jeunes francophones. Et aujourd'hui, nous sommes consultés très régulièrement au Conseil de dialogue Togo-France pour tout ce qui concerne donc les relations qui lient nos deux pays. Voilà un peu ce que le CIAP fait. C'est une association jeune et récente, mais nous faisons nos choses. Ma dernière question pour vous, une Afrique prospère. Comment est-ce que vous, honnêtement, comment est-ce que vous voyez l'Afrique de demain? L'Afrique de demain, nous voyons un continent libre. Libre d'abord en interne. En interne, et par rapport aux questions donc des frontières, la libre circulation des personnes et des biens. C'est comme cela d'abord que nous voyons le continent d'Afrique. Que moi, Emmanuel Togolais, que je ne sois pas obligé d'avoir des difficultés avant d'aller au Ghana à côté, d'avoir des difficultés avant d'aller au Bénin. L'Union européenne l'a fait, c'est juste par des plaques qu'on peut quitter de la France en Allemagne, de l'Allemagne en Belgique, et je pense qu'au niveau de l'Afrique, nous pouvons le faire. C'est premièrement cela, la circulation des personnes, la libre circulation des personnes, un passeport unique pour nos pays. L'autre chose également, c'est pour que nous voyons l'Afrique de demain une libre circulation des biens, que le commerçant qui doit aller au Nigeria pour acheter des marchandises, pour le convoyer vers le Ghana, puisse avoir la liberté de pouvoir circuler et éviter de se faire acquitter 4-5 fois en route avant d'arriver à destination. Que quels que soient les problèmes politiques que nous rencontrons dans nos pays, un pays, par exemple les pays de l'AES, ne soit pas privé ne soit pas privé de la possibilité de pouvoir être ravitaillé par les pays amis qui ont par exemple l'eau ou bien des ports pour pouvoir les ravitailler en ressources, etc. Voilà l'Afrique que nous voyons, l'Afrique de paix, l'Afrique de choix. Voyez-vous, chers amis, et lorsqu'on veut parler de l'Afrique, on parle souvent de l'Afrique d'Ebola, de famine, de malnutrition. Nous voulons désormais, et notre vision, c'est que désormais, qu'on puisse parler de l'Afrique de paix, où ils font bon vivre, l'Afrique où les jeunes ne sont pas obligés de quitter, mais par contre l'Afrique où les jeunes sont fiers de rester et d'accueillir les autres. Emmanuel Assogbavi, vous êtes le président du CJAP Carrefour des jeunes pour une Afrique prospère. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et à très très bientôt. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve dans la suite des programmes sur New World Economy.